Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Martine Corneille, la présidente de l'ACT, l'Alliance citoyenne pour la transition démocratique, écologique et solidaire. Martine Corneille, bonjour. Bonjour RB. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'ACT va présenter une liste pour les provinciales du 12 mai. Est-ce que c'est fait? Est-ce que vous avez vos 50 candidats? Parce qu'on sait que c'est déjà la première étape à franchir. Alors on n'en est pas loin, pour tout vous dire. On avance bien. Voilà. Votre liste, vous pourrez la déposer le 23 avril. Ce sera bon, ce sera prêt? Avant le 23 avril, oui, bien sûr, oui. Alors qui sont ces candidats? Quel est leur profil? Comment est-ce que vous les avez choisis? Alors on a été soucieux d'incarner la diversité. Alors, diversité ethnique, diversité des métiers, diversité géographique. Donc on a recruté sur toute la province sud des profils extrêmement différents. On peut avoir des noms déjà ou sont pas des personnalités connues? Si, il y a un bon nombre de personnalités connues, mais vous m'inviterez une prochaine fois pour les connaître. Vous pouvez pas donner les noms pour l'instant. Il y en a qui ont déjà occupé des fonctions d'élus ou... Non. Absolument pas. Mais je crois que sur les 50 candidats, on n'a deux personnes qui ont prétendu recueillir les voix de nos concitoyens au cours d'expériences passées. Mais tous les autres sont des néophytes. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé, sur le fond, de vous présenter aux élections provinciales? On vous connaissait, vous êtes très présente dans l'actualité au travers de PLV. Pourquoi ce besoin de se présenter aux élections? Eh bien, parce qu'on considère que l'urgence sociale et écologique et démocratique est là. Je crois que le nom que l'on a choisi pour notre parti décrit bien nos préoccupations. Nous déplorons que de plus en plus de nos concitoyens se désintéressent de la vie politique. Il n'y a plus d'espoir dans ce monde politique. Les inégalités sont criantes dans notre pays, mais vraiment criantes. On n'a pas l'impression que les choses soient prises par le bon bout pour les traiter. Et enfin, en matière environnementale, on s'aperçoit que tout ce qui est proposé par les partis existants, ce sont des mesurettes, c'est d'ordre cosmétique. Donc nous, on veut, dans tous ces domaines-là, rentrer dans le dur et on privilégie aussi l'éthique et la bonne gouvernance. Pourquoi choisir la structure d'un parti politique? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que le travail associatif ne suffit pas en lui-même? Alors malheureusement, j'ai dressé le triste constat. Le 28 août, nous étions réunis donc en conseil d'administration au moment même où M. Hulot en métropole annonçait sa démission sur France Inter. Nous étions donc réunis à Nouméa et nous dressions donc le constat que malgré on va dire toute l'énergie, tout le temps, toutes les compétences réunies donc à EPLP et mises au service de la défense des biens communs, les choses n'avançaient pas assez vite. Encore une fois, eu égard aux urgences mondiales et calédoniennes. Alors l'ACT, c'est Alliance citoyenne pour la transition démocratique, écologique et solidaire. Transition écologique, mais c'est pas un parti écologique, il a une vocation plus large que ça. En fait, c'est notre colonne vertébrale, l'écologie. Mais c'est quand même le fond C'est le fond de notre pensée, mais voilà, on s'est aperçu, encore une fois, au travers notamment de cette triste expérience associative, qu'on ne pouvait pas prétendre protéger efficacement l'environnement, défendre les hommes, faire ce qu'on appelle de l'écologie humaine, si l'on ne mettait pas les mains dans le cambouis en matière notamment économique et en matière de gouvernance. Mais aujourd'hui, à l'inverse, tous les partis ont un volet environnement, c'est devenu le grand sujet dont tout le monde parle, la préoccupation mondiale même. Ça vous agace? Vous vous dites qu'ils sont opportunistes ou vous trouvez bien que tout le monde aujourd'hui se préoccupe de ça? Alors écoutez, moi je considère que leurs actions sont contre-productives parce qu'ils occupent le terrain, encore une fois, avec des mesurettes. Et on n'a plus le temps, on n'a plus les moyens d'attendre. Monsieur Hulot l'a dit avant moi, les petits pas, c'est fini, c'est trop tard. Maintenant, ce qu'il faut, c'est engager des réformes structurelles, profondes, qui permettent véritablement de donner la priorité absolue à la défense des biens communs, l'eau, l'air, la biodiversité, de façon à laisser un espoir de survie à l'espèce humaine. On en est là, Madame Noir. Alors, on va revenir sur ce que vous qualifiez de mesurette, mais un mot peut-être justement sur l'expérience de Nicolas Hulot, ça vous a pas découragé? Lui aussi, il a hésité longtemps, puis il est rentré en politique, il a été ministre d'État, et puis il s'est aperçu au bout d'un moment que
que ça n'avait aucune efficacité, qu'il n'arrivait pas à faire passer ces mesures? Alors, d'une part, je considère qu'en Nouvelle-Calédonie, avec 270 000 habitants, on n'a pas la même inertie qu'en métropole. Donc, avant de renoncer définitivement à défendre ses convictions, je veux encore essayer le terrain politique en espérant être plus efficace. Et puis, de surcroît, voilà, j'ai 63 ans, je suis une femme de devoir. Donc, avant de renoncer, je souhaite mener à terme cette expérience-là. Mais qui dit parti politique, et vous êtes très critique envers les partis existants, dit forcément programme, campagne, un peu de démagogie, une nécessité de non, convaincre les électeurs. Comment est-ce que vous allez faire pour échapper à toutes les critiques que vous faites aux autres partis politiques? Alors en fait, la démagogie chez nous, ça n'a pas droit de citer. Hein. Je suis connue pour mon franc-parler et ça continuera avec acte. Hein. Alors, on a deux possibilités, on n'en a pas trois. Lorsqu'on veut réformer un système, soit on prend les armes et on essaye de l'abattre de l'extérieur, soit on l'intègre. Vous n'y avez pas pensé? Ah ben, j'ai évacué cette solution immédiatement. Soit on essaye de l'intégrer pour le réformer de l'intérieur. On n'a pas 36 choix, hein, il n'y en a que 2. Hein. Alors pour revenir à ce qui a été fait au bilan peut-être de ces dernières années, puisque ce sont des élections provinciales, il y a eu un certain nombre de mesures. On pense notamment à l'interdiction du plastique, au développement d'un certain nombre d'énergies alternatives. Madame Noire, je vous arrête. Non, pas interdiction du plastique. Mais non. La loi de pays qui vient d'être proposée par un des partis concurrents de Acte ne concerne que moins de 5% des déchets plastiques contenus dans les déchets calédoniens. Donc, vous voyez, vous-même, vous faites leurrer par la communication politique de ces partis qui font croire à des choses qui ne sont absolument pas vraies. Alors deux choses. D'abord, est-ce qu'on peut complètement se passer du plastique aujourd'hui? Alors aujourd'hui... Et est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Alors nous visons le zéro déchet dangereux et le zéro plastique, en effet. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. En tout cas, c'est l'ambition qu'on affiche. Et on mettra en œuvre des mesures d'accompagnement, notamment fiscales, pour que la consommation s'inverse. C'est-à-dire qu'on veut renchérir les produits plastiques et au contraire, rendre plus accessibles les produits fabriqués avec des matériaux renouvelables. Aujourd'hui, par exemple, au travers donc de la récente mise en place de la TGC, on a eu les cheveux qui se sont dressés sur la tête, puisqu'on s'est aperçu que les contenants plastiques étaient moins taxés que les contenants en bambou. C'est une hérésie, voilà. Donc on mettra fin à tout ça. Donc il y aura des mesures donc d'ordre fiscal, des mesures réglementaires, et puis bien sûr des mesures d'éducation, sensibilisation. Hein. Mais à l'inverse, même si ça concerne que 5%, est-ce que c'est pas déjà un premier pas? Est-ce que c'est pas bien d'avoir on en est totalement d'accord. Il faut quand même pas perdre de vue que les environnementalistes de Nouvelle-Calédonie attendent cette mesure depuis une vingtaine d'années. Hein. La Corse a adopté la fin des sacs plastiques à usage unique en 2003. On est en 2019, donc il ne faut pas non plus faire croire qu'on est les champions du monde. Non. Je veux vous dire, par exemple, le Vanuatu, au 1er décembre 2019, interdit les couches jetables. Les couches jetables ne sont même pas évoquées, ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme, dans la loi de pays qui risque fort d'être adoptée. Ça va l'être dans votre programme? Ben évidemment, on ne fait pas de... Évidemment. Bien sûr. Au niveau au chapitre des énergies alternatives, est-ce que là vous estimez qu'il y a quand même que la bonne voie est prise pour l'instant, développement de l'éolien, du photovoltaïque? Alors déjà, au niveau des objectifs inscrits dans le STINC, on les a critiqués lorsque le STINC a été voté, il nous semble manquer singulièrement d'ambition. C'est-à-dire que prétendre atteindre l'autonomie exclusivement pour le secteur de la distribution publique, c'est-à-dire grosso modo pour les particuliers, en dehors donc du secteur mine et métallurgie, ne nous semble pas quelque chose de raisonnable. Aujourd'hui, en matière climatique, nous avons le devoir, c'est une obligation morale hein, d'agir fortement. Et cet objectif ne nous semble absolument pas en cohérence avec la morale. Hein. Moi, je pense régulièrement aux gens qui vivent sur le littoral, notamment de la côte Est ou à Ouvéa, ou qui vivent donc dans l'Océanie, hein, les petits territoires insulaires. Et je suis pleine de compassion à leur égard, quoi. Ils vont
prendre de plein fouet, subir de plein fouet les conséquences du changement climatique, de l'élévation du niveau de la mer qui s'ensuit, etc. Mais c'est pas seulement si la Nouvelle-Calédonie passe aux énergies alternatives. On est d'accord, Madame Noire. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit aux Australiens qui disent moi, il faut bien que je fasse vivre ma population, j'ai du charbon, je l'exploite. Les Chinois disent moi, j'ai 1 milliard d'êtres humains à sortir de la pauvreté. Les Américains disent il n'est pas question de toucher à l'American way of life. Donc on se trouve tous des bonnes excuses. C'est pas possible. On ne peut pas continuer. On en est quand même à la 26e COP. Le sommet de la Terre de 1992 à Rio a fixé des objectifs et des priorités. On a régressé avec les COP puisque, par exemple, le protocole de Kyoto était contraignant, alors que l'accord de Paris ne l'est pas. Donc, il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités et arrêter de chérir les causes du malheur que l'on déplore. Hein. Alors, le mix énergétique calédonien ne nous satisfait pas, il est trop pauvre. Il se réduit à un peu d'hydroélectricité, un peu d'éolien, un peu de photovoltaïque. Ça ne nous semble pas suffisant. Il faut développer toutes les autres, on va dire, ressources et d'autres technologies. On veut faire de la Nouvelle-Calédonie un laboratoire, un territoire pionnier du renouvelable. Est-ce que c'est réaliste de faire fonctionner 3 usines métallurgiques avec un mix énergétique ou avec des énergies renouvelables ? Alors, par exemple, lorsqu'on nous dit que les énergies renouvelables ne sont pas à même de satisfaire les besoins industriels, je réponds régulièrement, les Pays-Bas font circuler la totalité de leurs trains grâce à l'éolien. Et le Costa Rica, autre exemple, 5 millions d'habitants et 100%, non seulement électricité renouvelable, mais énergie renouvelable. Donc, je ne vois pas pourquoi la Nouvelle-Calédonie, au motif qu'elle a 3 usines, ne s'engagerait pas dans cette voie. À minima, s'agissant des nouveaux équipements dont on veut se doter, et je pense singulièrement à la centrale de Doniambo. Les Pays-Bas qui, paradoxalement, eux, développent également, continuent à avoir des centrales à charbon, mais les Pays-Bas propres. Aux Pays-Bas, il y en a, oui. Oui. Selon la nouvelle technologie. Oui, mais enfin, ils développent quand même énormément leurs énergies renouvelables. Hein. De toute façon, dans le secteur métallurgique et minier, là aussi, vous avez des propositions et vous voulez tout remettre à plat. Tout à fait. Ça nous semble être la condition première pour définir une politique pays en matière de nickel. Nous voulons donc un bilan le plus exhaustif possible du passé. Qu'est-ce que le nickel a apporté à la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que ça lui a coûté? Qu'est-ce que ça va lui coûter dans l'avenir? Quelle contribution en matière financière au budget de la Nouvelle-Calédonie pourrait être reconnue comme acceptable? Je rappelle qu'aujourd'hui, l'ensemble du secteur minier et métallurgique contribue pour moins de 2% au budget de la Nouvelle-Calédonie, moins de 2%, alors qu'on nous dit que ce secteur est incontournable en matière d'économie calédonienne. Donc, dans quelles conditions fiscales, dans quelles conditions réglementaires, les Calédoniens veulent-ils la poursuite ou au contraire le statu quo ou voire l'arrêt de cette activité qui est éminemment importante. C'est quelque chose que vous envisagez, vous, d'arrêter l'exploitation minière en Nouvelle-Calédonie? À ce stade, absolument pas, puisque, encore une fois, nous n'avons pas d'a priori. Nous avons des positions qui sont toujours étayées par des données établies scientifiquement et donc non critiquables. Donc faisons le bilan, encore une fois, et à partir de là, on se déterminera. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on constate et l'on déplore la fuite en avant qui est actuellement en cours. Depuis 8 ans, grosso modo, la quantité de minerais de nickel extraite de Nouvelle-Calédonie a été multipliée par 3. J'ai pas l'impression qu'on vive mieux ou 3 fois mieux qu'il y a 8 ans. Et là, on nous annonce encore un bond en avant avec donc une autorisation supplémentaire d'exportation de minerais alloués à la SLN. Ce qui va passer donc de 1 million de tonnes export à 4 millions. Donc il y a un moment où il faut qu'on se pose et que l'on dise ça sert à quoi? Avec quels impacts? Et qu'est-ce qu'on veut? Donc on veut organiser un débat d'au moins 1 an de façon à le dépassionner sur la politique nickel, lequel débat sera bien sûr un débat citoyen qui permettra de donner la parole à tout un chacun ici. Avec en regard bien sûr les emplois que fournit la mine en Nouvelle-Calédonie.
Bien sûr, mais voilà, ça, ce sera, on va dire, un point positif du bilan. Bien sûr, la fourniture d'emploi. Par contre, voilà, dans le passif, il y a notamment les contributions largement insuffisantes en matière fiscale. Moi, quand j'entends Calédonie Ensemble dire maintenant, on va instaurer la redevance d'extraction, franchement, vous y croyez, vous, après tout ce temps? Si elle avait dû être mise en place par ces partis-là, il y a longtemps qu'on l'aurait. Donc les uns et les autres ont manqué de volonté politique. Donc nous, on s'engage à donner un prix au nickel calédonien et à non pas mettre une redevance d'extraction en place, une redevance d'extraction, mais à 3 taux. Un taux faible pour le minerai transformé localement, un taux moyen pour le minerai exporté dans des usines à capitaux calédoniens et un taux plus élevé pour le minerai exporté dans des usines où la Nouvelle-Calédonie n'a pas d'argent, n'a pas de billes. Voilà, puisqu'il n'y a pas de retour à ce moment-là. Ça aussi, c'est un élément du programme que vous allez présenter au provincial. Tout à fait, tout à fait. Autre secteur... Et pardon, toujours sur le secteur minier, je siège donc au conseil d'administration du Fonds Nickel et depuis 10 ans, la redevance superficiaire, le produit de la redevance superficiaire stagne à hauteur de 230-240 millions. Alors même que le coût des travaux financés par le Fonds Nickel a pratiquement doublé. Donc là, c'est pareil, on s'engage à relever sensiblement la redevance superficielle. Autre secteur de l'économie que vous surveillez de près, sur lequel vous êtes très critique, c'est celui de l'agriculture. Récemment, vous avez protesté contre l'aide à l'énergie accordée aux agriculteurs. Quelles sont les solutions que vous préconisez dans ce domaine? Alors, là aussi, ça fait vivre beaucoup de gens en Nouvelle-Calédonie. Alors, il faut être clair. Nous faisons, on va dire, de 2 secteurs nos priorités en matière de développement économique. Et l'un d'eux, c'est l'agriculture. En tout cas, ce qu'on appelle, nous, l'agroécologie. Donc, il ne faut pas dire qu'on critique ce secteur. Non, on critique certaines pratiques. C'est pas pareil. Alors, on est bien conscient des difficultés qu'il y a à travailler la terre et à en produire des fruits. Donc, on veut proposer un accompagnement technique et financier pour que l'agriculture conventionnelle calédonienne change de pratique et passe à ce qu'on appelle les pratiques conservatrices. Alors, conservatrices des sols, de l'eau, de l'air, de la biodiversité et de la santé. Mais on sait que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, qu'il faut s'inscrire donc dans de la progressivité, mais aussi de l'irréversibilité. Donc, on veut, en tout cas, on a déploré qu'au travers donc de cette délibération, les agriculteurs ne soient pas sensibilisés au fait qu'ils doivent changer. Et qu'aujourd'hui, même en agriculture, consommer du gazole ou de l'électricité, c'est pas une bonne chose et qu'il faudra s'arrêter. Donc, on attendait des pouvoirs publics qu'ils prennent un texte qui adopte un calendrier disant aux agriculteurs, voilà, jusqu'à telle date, vous serez accompagnés de cette façon, mais à partir de là, on va vous accompagner différemment et notamment en vous proposant des aides à la transition énergétique pour passer aux renouvelables. Voilà. Les résultats sont les mêmes parce que pour l'instant, il y a un peu une volonté d'augmenter la production calédonienne, d'arriver, voire pour certains, à l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est possible avec d'autres méthodes que celles qui sont utilisées actuellement ? Alors, moi, je dresse le constat au niveau calédonien, c'est une évidence, mais aussi au niveau mondial, que l'agriculture conventionnelle n'a pas réussi sa mission. Aujourd'hui, il y a 2 milliards d'êtres humains qui sont malnutris et 800 millions d'êtres humains qui sont dénutris. Donc, on ne nourrit pas le monde avec l'agriculture conventionnelle, l'agro-industrie. Donc, il faut changer. Cela étant dit, nous sommes beaucoup plus ambitieux. On ne parle pas seulement, on va dire, d'indépendance alimentaire, d'autosuffisance alimentaire. Nous, on parle de souveraineté alimentaire. Parce que pour produire l'ensemble des aliments dont nous avons besoin pour nourrir la population, il ne faut pas seulement être en capacité d'avoir des produits finaux. Il faut maîtriser toute la chaîne, depuis les semences, en passant par les supports de culture, les engrais bio, bien sûr, mais aussi les biopesticides. Donc, on veut développer toutes ces filières et on créera des emplois ce faisant. Là aussi, vous mettez tout à plat et vous refaites tout. Oui, c'est d'ailleurs notre slogan, Madame Noire. On change tout. On change tout. Vous en avez parlé avec des agriculteurs, il y en a sur votre liste, et quel regard ils portent sur ces projets? Alors évidemment, on n'a pas les gros agriculteurs, gros consommateurs de pesticides avec nous, hein, mais
c'est de notoriété publique. On a convaincu beaucoup d'agriculteurs de changer de pratique. Par contre, on déplore que les pouvoirs publics ne les accompagnent pas avec assez de volontarisme. Les aides consacrées aux pratiques alternatives agricoles sont epsilonesques. Elles sont extrêmement faibles comparées aux milliards qui sont déversés sur l'agriculture conventionnelle. Donc ça biaise d'ailleurs les prix de revient. Lorsqu'on nous dit on ne peut pas produire bio parce que c'est beaucoup plus cher, oui, sauf que les produits issus de l'agriculture conventionnelle sont subventionnés à hauteur de 50%. Donc on fasse d'abord la même chose pour le bio, et puis là on pourra comparer utilement, mais pas avant. Deux secteurs de développement, vous disiez, dont l'un est l'agriculture, l'autre c'est lequel ? C'est justement l'énergie, parce que les deux fonctions support de la vie humaine, vraiment les deux fonctions essentielles, c'est l'alimentation et l'énergie. On ne peut rien faire sans ça. Donc on veut développer le mix énergétique, comme je vous l'ai dit, et s'acheminer à grands pas vers l'autonomie énergétique. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on dépend de l'extérieur pour la production d'énergie à plus de 98%. À plus de 98%. Et c'est notre, on va dire, conscience aiguë de la vulnérabilité liée à cette dépendance extrême qui nous pousse à vouloir prendre les choses en main de façon extrêmement résolue. On ne peut pas, on va dire, être amorphe devant la possibilité d'encaisser des chocs venus d'ailleurs. Mais les éoliennes, elles sont fabriquées de toute façon à l'extérieur, les panneaux photovoltaïques également. Vous n'allez pas les faire fabriquer en Nouvelle-Calédonie. Donc il y aura toujours une dépendance de toute façon. Alors, en effet, mais aujourd'hui, c'est à peu près 70 milliards par an qui partent de notre territoire pour payer le charbon australien et les carburants que nous vendent les traders de Singapour. Donc, ces sommes-là sont vraiment considérables et devraient nous conduire à ouvrir les yeux et à dire c'est pas possible. Les panneaux solaires, eux, lorsqu'on les achète, ils ont une durée de vie de 20 à 30 ans. Donc, on les achète pas tous les ans déjà. Ensuite, je vous l'ai dit, je vous le répète, on veut développer d'autres filières de production d'énergie renouvelable. On pense par exemple à l'air comprimé, à l'hydrogène. On veut qu'enfin soit évalué le potentiel de géothermie profonde de la Nouvelle-Calédonie, ça n'a toujours pas été fait. Et puis développer ce qu'on appelle le solaire à concentration, c'est-à-dire la technologie qui permet à des miroirs de concentrer l'énergie solaire au sommet d'une tour dans laquelle circule un fluide caloporteur. Et voilà, les miroirs, c'est du verre, ça se recycle intégralement, quoi. Dans votre programme, il y a également des éléments de fiscalité, avec notamment la création d'une taxe carbone. Vous savez qu'en métropole, elle a dû être abandonnée et qu'elle a suscité la colère des Gilets jaunes. C'est le même type de taxe carbone que vous voulez mettre en place ? Alors évidemment pas. Déjà, le principe, on a pensé à instaurer cette taxe parce qu'il faut trouver des moyens, des fonds pour financer la transition énergétique. Aujourd'hui, on dresse le constat que seuls les particuliers sont taxés sur leur carburant, au travers des taxes diverses et variées, et notamment la dernière qui nous a fait hurler, qui a été intitulée vraiment sans vergogne taxe pour la transition énergétique, et donc qui repose sur le gazole, alors qu'elle est destinée à financer une centrale 100% fossile, nous dit-on, en l'occurrence la centrale gaz de Doniambo. Donc petite parenthèse, vous voulez une centrale hybride, oui, à minima, tout à fait. Donc nous disons, avant de prétendre faire payer plus ceux qui payent déjà, demandons donc à ceux qui payent rien de payer au moins un peu. Alors ceux qui payent rien, ce sont notamment les utilisateurs professionnels. Donc il faut qu'ils mettent au pot un tout petit peu pour financer la transition énergétique. Voilà. Les particuliers font déjà le job. Et alors on leur demandera rien de plus. Les particuliers, vous voulez développer les transports en commun. Le néobus, c'est une bonne chose ? Ça a été une bonne idée ? C'est un bébé de PLP, le néobus. C'est une proposition ancienne de nos pionniers qui ont souhaité que la Nouvelle-Calédonie se dote d'un TCSP, un transport en commun à site propre, pour proposer une alternative aux Calédoniens, parce que ça sert à rien d'être dans l'incantation et dire il faut arrêter le transport voiture. Tant qu'il n'y a rien d'autre, on ne peut pas prétendre dire aux Calédoniens abandonnez vos voitures. Ils vont faire quoi ? Ils ont besoin de leur voiture. Donc ce néobus, c'est une excellente chose. Cela étant dit,
nous avons, nous, environnementalistes, dénoncé le choix fait de la motorisation au diesel de ces bus en 2019, mais c'est une hérésie, quoi. Enfin, le marché a été passé apparemment en 2018 ou 2017, je ne sais plus. C'est une hérésie. Aujourd'hui, on aurait dû être en capacité de proposer des bus qui fonctionnent soit au biométhane, soit électriques, avec bien sûr une recharge avec de l'électricité d'origine renouvelable, mais vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Donc, on propose, voilà, pour inciter les Calédoniens à faire ce qu'on appelle le transfert modal, c'est-à-dire abandonner leur voiture pour passer au néobus, d'une part, d'équiper des parkings en quantité suffisante, de les sécuriser, et d'autre part, d'instaurer la gratuité. Et vous utiliserez, vous, le néobus? Ah ben si je le peux, avec plaisir, bien sûr. Quels sont les autres points forts de votre programme? Il y a d'autres domaines dans lesquels vous avez des propositions précises pour ces... Tout à fait. En matière de gouvernance et d'éthique, on veut changer la vie publique. C'est-à-dire des élus condamnés, pour nous, c'est plus possible. Les élus qui font des carrières politiques, ça l'est pas davantage. Des partis financés par les plus riches, c'est pas non plus une bonne chose pour la démocratie. Donc on a plein de propositions qui visent à rendre le pouvoir aux citoyens. Alors par exemple, pour le financement des partis politiques, on voudrait changer la loi, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager de donner une somme, 1000 francs par exemple, à chaque électeur, qui en ferait bénéficier le parti de son choix. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on est dans une situation qui est totalement inéquitable. Très rapidement, en métropole, les partis politiques peuvent être financés par d'autres partis politiques et par des particuliers. C'est la même chose en Calédonie. Là où ça change, c'est sur l'aspect suivant. En métropole, un particulier qui fait un don à un parti politique peut défiscaliser 66% de son don. En Nouvelle-Calédonie, cette disposition n'existe pas au code électoral. Donc en métropole, ce sont les riches et les très riches qui financent les partis. Et chez nous, ce sont les très riches et les ultra riches. Donc c'est encore pire. Donc on veut mettre fin à ça, notamment. Ensuite, on exige un casier judiciaire vierge pour prétendre être élu. On a demandé là à nos candidats de nous fournir un casier judiciaire vierge. Sur l'avenir institutionnel, quelle est la position de l'ACT? Alors, ça a été dit et répété, l'ACT a vocation à participer à des élections provinciales. Ce n'est pas la question institutionnelle qui est en jeu. La question institutionnelle... C'est un référendum, vous ne prendrez pas position. ...sera tranchée. Alors, encore une fois, il faut construire la société avant de choisir le cadre le plus adapté. En Nouvelle-Calédonie, on marche sur la tête. On ne fait pas les choses dans l'ordre. Travaillons à construire une société désirable pour tous. Et en fonction, par exemple, on fait une proposition, Madame Noir, dont vous avez certainement entendu parler, c'est celle de légaliser le cannabis. Aujourd'hui, l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie ne nous le permet pas, parce que le code pénal n'a pas été transféré à la Nouvelle-Calédonie. Quand vous parlez de légalisation, d'ailleurs, c'est sur le plan thérapeutique ou c'est une légalisation complète? Alors, il y a deux aspects. À minima, on veut convaincre sur la légalisation du cannabis thérapeutique. Mais on ne s'arrête pas là. On veut essayer de convaincre une majorité de représentants de s'engager vers la légalisation de la consommation de cannabis qu'on appelle récréatif. Alors évidemment, pas pour n'importe qui, exclusivement pour les majeurs, sans trouble à l'ordre public, en dehors de la présence de mineurs et en dehors de la conduite des automobiles. Alors pourquoi on fait ça ? C'est tout simplement parce qu'on ne se place pas sur le plan de la morale, mais sur le plan de la santé publique. Le cannabis en Nouvelle-Calédonie fait des ravages, notamment en matière de santé mentale. Et il en fera moins s'il est légalisé ? Oui, parce que nous aurons la maîtrise de sa qualité. En fait, en Nouvelle-Calédonie, comme partout dans le monde, lorsqu'il n'y a pas de légalisation et donc de culture réglementée, les cultivateurs choisissent de cultiver des variétés à fort taux de THC, de tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire la molécule qui est psychoactive. Parce qu'évidemment, au plus il y a de cette molécule dans le produit, au plus les effets sont forts et au plus les consommateurs sont accros. Donc c'est leur logique. Nous, on dit, on va sélectionner au travers de travaux scientifiques des variétés qui auront un bateau de THC,
un faible taux de THC et en même temps un fort taux de CBD. Parce que le CBD, c'est une autre molécule qui est très efficace dans la lutte contre la douleur et en soins en cancérologie. Donc voilà. En plus, il y a un autre problème en Calédonie, c'est que le cannabis est souvent cultivé sur des terres très chargées en métaux lourds, qui renforce encore sa toxicité. Donc en choisissant les variétés et les terres de culture, on maîtrisera la qualité sanitaire du produit. Et en plus, ce qui n'est pas négligeable, comme ce sera, on va dire, une drogue légalisée, au même titre que le tabac ou l'alcool, on pourra prélever des taxes sur sa commercialisation et financer résolument des mesures de prévention. Voilà, c'est l'une des mesures phares, ou en tout cas l'une de celles qui fait parler de votre programme. Une question qui va vous agacer, nous allons bientôt devoir conclure. On dit souvent que les petites listes vont faire perdre des voix aux grandes et que au moment actuel de la Nouvelle-Calédonie, entre deux référendums, et alors que la majorité peut basculer au Congrès, c'est prendre un risque inutile. Ça vous agace, ça, hein? Complètement. Encore une fois, s'ils avaient fait le job, on ne serait pas là, quoi. Donc ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein. Franchement. Comment va se dérouler votre campagne, pour conclure? Pas de papier, j'imagine, pas de tracts? Le moins possible. Alors si, on a commencé à distribuer des tracts, la main à la main, on fait les marchés. On en est à la 10e réunion publique. On a fait Thio, on a fait Boulou-Paris, on a fait La Foix, on a fait Dumbéa hier soir. Et on a fait donc 6 ou 7 réunions à Nouméa. Donc on continue. Ça marche bien? Vous êtes bien accueillis? Très bien. Les gens sont extrêmement surpris des chiffres, des données, on va dire, brutes qui participent à notre constat qu'il faut vraiment maintenant que la Nouvelle-Calédonie se prenne en charge et change radicalement. Quel score est-ce que vous espérez? Je vous l'ai déjà dit, Madame Noire, la majorité. Mais sérieusement, vous savez que vous n'atteindrez pas au minimum un groupe qui... Je crois que personne ne l'aura, de toute façon. En fait, il faut que ce soit clair. Nous, on n'a pas, d'esprit de politicien, hein. Nous voulons faire de la politique au sens noble. Donc, si les projets portés par les uns ou les autres sont valables et procurent une avancée en matière sociale, environnementale, démocratique, on les soutiendra. Il n'y a aucun souci. Sauf que, pour nous, le soutien, à notre avis, ne pourra se faire que sur des projets, pas forcément sur des partis. Eh bien, on verra ça. En attendant, on va attendre la publication de votre liste. Donc, c'est le 23 avril, je le rappelle, la date limite pour le dépôt des listes. Martine Cornaille, présidente de l'ACT, l'Alliance citoyenne pour la transition démocratique, écologique et solidaire. Merci d'accepter notre invitation. Merci de nous avoir reçus.